Une journée sous la neige. Il fait très chaud à Agrabah. C'est le 10e jour de canicule. Aladin observe Jasmine et Raja de son tapis volant et il a une idée. Jasmine n'en peut plus de cette chaleur. Elle aimerait bien être un peu au frais, dit Aladin au génie. Pourrais-tu faire tomber de la neige? Rien ne lui ferait plus plaisir. Tout de suite, dit le génie. Lorsque Jasmine se réveille le lendemain, elle n'en croit pas ses yeux. Agrabah est couvert de neige. Tout à coup, Aladin, Abou et le génie apparaissent. « Tu aimes ma surprise ?» lui demande le jeune homme. « C'est merveilleux !» s'écrie Jasmine. « La ville est tellement différente. Tu veux faire un tour ?» propose Aladin. Jasmine saute sur le tapis magique. « Bienvenue à bord du tapis grande vitesse » dit le génie. « Nous espérons que vous apprécierez votre voyage. » Aladin et Jasmine décident alors de faire de la luge. « Hé les enfants, attention !» crie le génie. « Un champion de ski alpin va vous dépasser !» Jasmine et le génie construisent ensemble un château de neige. La princesse lui murmure quelque chose à l'oreille et ensemble, ils lancent des boules de neige sur Aladin. Le prince riposte et Jasmine rit de bon cœur quand elle reçoit de la neige dans le cou. Même si Abou prend peur, il voit combien tout le monde s'amuse et commence à jeter des petites boules de neige lui aussi. Puis Aladin et Abou font un bonhomme de neige géant, on dirait un peu le génie. Jasmine s'est allongée par terre et crée un ange de Noël. Mais elle commence à avoir froid. Brrr, frissonne-t-elle, la chaleur du désert me manque presque. Princesse, dit alors le génie, j'ai une idée pour vous réchauffer. En un clin d'œil, il fait un feu de bois. Quelle journée magnifique, s'exclame Jasmine, alors qu'Aladin et elle sont assis près du feu. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci. Je ferai tout pour te rendre heureuse, lui promet Aladin. Tout le monde profite du feu. Leur merveilleuse journée enneigée est terminée. La Belle et la Bête, Belle à la rescousse. Un jour d'hiver, alors qu'elle range des affaires pour se changer les idées, Belle trouve un sac rempli de vêtements. Le maître n'en veut plus, soupire Madame Samovar. Le colporteur le prendra. Plus tard, Belle retrouve l'adorable tasse Zip. On joue à cache-cache, propose-t-il. Alors, c'est moi qui compte, accepte Belle. Mais avant que la jeune fille ne se mette à chercher son amie, elle est interrompue par le colporteur qui vient d'arriver. Quel beaux objets! Nous n'avons besoin de rien malheureusement, mais prenez ce sac de vêtements. Merci beaucoup. En échange, laissez-moi vous offrir ces patins. Perdue dans ses pensées, Belle en a oublié sa partie de cache-cache. Belle reprend vite le jeu et cherche alors Zip dans le bureau, la bibliothèque, les armures. Il est introuvable. Tu as gagné, dit Belle. Zip. Puis-je vous aider? Demande Lumière. Je n'ai pas vu Zip depuis que le colporteur. Oh non, le sac de vêtements. Elle met sa cape, puis attrape ses patins au cas où. Lumière montre les traces dans la neige à Belle et Philibert. Il a tourné au mauvais endroit, remarque Belle. On peut les rattraper. Les trois amis partent au galop. Ils ont beau suivre le chemin du colporteur. Après un moment, les empreintes laissées dans la neige commencent à s'estomper. Plus de traces, s'écrie Lumière en arrivant à une bifurcation. Belle réfléchit pour trouver un moyen de repérer le colporteur. C'est alors que ses yeux se posent sur l'arbre à côté d'elle. Belle grimpe de branche en branche jusqu'au sommet de l'arbre. Il est près du lac. La jeune fille espère traverser directement, mais à peine Philibert pose-t-il un sabot sur la glace que celle-ci se met à se fissurer. Philibert est trop lourd. Belle enfile alors ses patins et pose le pied sur le lac gelé.
Elle perd d'abord l'équilibre avant de parvenir à patiner doucement, puis de plus en plus vite, les yeux fixés sur le colporteur, elle ne tarde pas à le rattraper enfin. Vous avez emprunté le mauvais chemin, crie-t-elle essoufflée, et surtout, il y a une tasse à thé ébréchée dans le sac que je vous ai donné. Tout ça pour une tasse, s'étonne le colporteur. C'est ma préférée, lui explique Belle. En ouvrant le sac, Belle découvre Zip emmitouflé dans les vieux vêtements. Super cachette, hein? La meilleure, reconnaît Belle, soulagée d'avoir retrouvé son amie. Mulan, à la recherche de Kriki. Tout est paisible chez Mulan. Dehors, la neige a recouvert le sol d'un épais manteau blanc, mais à l'intérieur, il fait bien chaud. Le père de Mulan, Fazou, lit, tandis que Fali, sa mère, coud à la lumière d'une bougie. Mulan nettoie la vaisselle avec sa grand-mère. Grand-mère Fa fait maladroitement tomber un bol. Quelle malchance! À ce bruit, Fazou sursaute et son parchemin s'enflamme. Quelle malchance! Sur ce, Fali se pique le doigt avec son aiguille. Quelle malchance! 3 incidents à la suite, voilà qui inquiète la grand-mère de Mulan. Alertée, la jeune fille va voir la cage de leur criquet porte-bonheur. Oh non, il a disparu. Mulan ouvre la fenêtre et aperçoit de toutes petites empreintes dans la neige. Je dois aller le chercher. Kriki ne pourra jamais survivre par ce froid. Elle file vers le temple des ancêtres retrouver Mouchou. Il faut sauver Kriki. Es-tu tombé sur la tête? Demande-t-il. Il fait froid dehors. C'est notre ami, rétorque Mulan. Le dragon accepte finalement de l'accompagner. Ils suivent la piste laissée par le criquet, quand Mouchou éternue comme un dragon. Tu as fait fondre la neige, on a perdu la trace de Kriki. Il se demande ce qui a bien pu pousser Kriki à sortir par un temps pareil. Il voulait sûrement aider quelqu'un, et voilà que des nuages viennent cacher le clair de lune. Oh, quelle malchance, dit Mulan, on n'y voit plus rien. Mouchou a une idée. Il lance des flammes en l'air afin d'éclairer leur chemin, mais les empreintes disparaissent brusquement. Leur ami a dû sauter. Mulan aperçoit alors des traces menant vers une grotte cachée derrière un mur de neige. Quelqu'un appelle au secours à l'intérieur. Il se dépêche de creuser un trou. De l'autre côté, il découvre Kriki et Leyley, une fillette du village, tremblante de froid. « Que fais-tu là ?» lui demande Mulan. « Je ramassais du bois quand un tas de neige est tombé et a bloqué l'entrée de la grotte. » Mouchou allume un bon feu pour la réchauffer. « Kriki est vraiment le meilleur criquet porte-bonheur, » déclare-t-il. La Reine des Neiges, le festival de la fin de l'hiver. Juste avant le printemps a lieu un événement très spécial pour Elsa et Anna. C'est l'anniversaire de leur maman. Les deux sœurs décident d'organiser un festival en son honneur. Ce jour-là, Elsa annonce la grande nouvelle aux habitants d'Arendelle. Dans 3 jours et pendant 1 semaine se tiendra le festival de la fin de l'hiver. En hommage à notre mère, tout le monde est invité et le plus important reste à faire. Il faut tout préparer. Olaf est prêt à donner un coup de main. Maman aimait les exercices en plein air, fait remarquer Anna. Prévoyons donc des activités d'extérieur. Tout en discutant, ils croisent un adorable bébé renne. Anna a alors une idée. Et s'ils organisaient une course avec ces gentils animaux? En chemin,
cela nous aide beaucoup pour le festival, commente Anna. Bien sûr que si, nous ferons aussi des glissades. Maintenant, il est temps de penser au menu. De retour au château, Anna et Olaf se précipitent au fourneau. Elsa, elle, s'enferme dans la salle de bal. Curieuse, Anna ne peut s'empêcher d'ouvrir la porte. De la sculpture sur glace, s'étonne-t-elle en découvrant l'œuvre de sa sœur. Ce sera amusant, mais tu ne peux pas concourir, ce serait trop facile. Évidemment, réplique Elsa, c'est juste pour la décoration. Lorsqu'elle retrouve Olaf dans la cuisine, le pauvre pâtissier est en train de fondre près du feu. Je m'occupe de toi, le rassure Elsa. Elle l'enveloppe aussitôt d'une brise fraîche. Juste après, Anna invite sa sœur pour une bataille de boules de neige. Que la meilleure gagne, lance la jeune fille en riant, et pas question d'utiliser la magie. Elsa et Anna s'affrontent à la loyale. C'est tellement drôle de s'envoyer des boules de neige, comme des sœurs ordinaires. Tu trouves ça ordinaire, plaisante Anna? J'appelle ça des doubles lancers, c'est magique. Les deux sœurs s'amusent à se jeter des boules de neige, jusqu'à épuisement. Je crois que je t'ai atteinte environ 623 fois, affirme Anna. C'est qu'Olaf m'a distraite, se défend Elsa. Anna lance une dernière boule de neige qui atterrit sur la tête d'Elsa dans un éclat de rire général. Le lendemain matin, Anna découvre avec ravissement un étang gelé. Je voulais que tout le monde s'amuse à la fête, explique Elsa. Maman serait si fière de toi, murmure sa sœur. Le festival de la fin de l'hiver est bel et bien lancé. La princesse et la grenouille, un froid hivernal. C'est le moment de l'année que Diana préfère, l'hiver. Les vacances sont finies, mais la Nouvelle-Orléans scintille toujours. Les longues soirées d'hiver profitent aux affaires au restaurant de Diana. La nourriture est excellente, tout comme la musique. Un jour cependant, un air glacial se met à souffler sur la ville. Diana espère que le temps va se réchauffer, mais chaque jour est plus froid que le précédent. Même la lumière semble avoir baissé. Dans le bayou, Louis hiberne sous l'eau et les lucioles restent au chaud dans un tronc d'arbre. Au restaurant, le froid commence à se faire sentir, car la chaudière n'a jamais fonctionné. Les habitués cessent de venir, et même Charlotte, la meilleure amie de Diana, a quitté la ville en quête d'une météo plus radieuse. Diana commence à être découragée, mais elle ne compte pas en rester là. Elle est déterminée à utiliser le restaurant pour réchauffer ce rude hiver. Elle prépare alors un menu pour chasser le froid. Le jour suivant, elle attend ses clients quand une lumière passe devant le lampadaire. Les lucioles, s'exclame-t-elle, mais c'est impossible, il fait encore trop froid. Puis Diana voit une lumière, puis une autre et encore une autre. Des flocons de neige, s'écrie-t-elle. Les flocons lui rappellent le sucre glace. Et elle a alors une idée. Elle court au restaurant et commence à cuisiner. Elle ouvre les fenêtres et bientôt l'odeur alléchante de sa pâtisserie se répand dans l'air. Diana a fait des fournées de ces fameux beignets et les a saupoudrés de sucre glace pour rappeler la neige. Elle place alors les beignets et du chocolat bien chaud sur chaque table, certaine que les clients vont arriver. Les habitués ainsi que de vieux et de nouveaux amis commencent à remplir le restaurant. Charlotte est de retour en ville et les meilleurs amis se retrouvent enfin. Louis et son groupe arrivent pour régaler le restaurant de leur musique. Le restaurant est à nouveau plein quand tout à coup quelqu'un s'écrie « Regardez !» Dehors, la neige a redoublé et Diana invite tout le monde à participer à une féerie hivernale. Son moment préféré de l'année n'a jamais été aussi réussi. Cendrillon, une fête parfaite. À l'approche de Noël, Cendrillon est d'humeur joyeuse. Organisons une fête, propose-t-elle. Quelle bonne idée, approuve le prince. Que puis-je faire pour t'aider ?
Jack et Gus, venus l'assister. Elle apporte de quoi décorer tout le palais, et ensemble, ils commencent par le haut des fenêtres. Les souris s'amusent ensuite à dérouler la bobine de ruban rouge sur la rampe. Puis, Cendrillon remplit de bonbons des chaussettes qu'elle suspend à la cheminée et s'assure que les souris en ont bien chacune une. Enfin, tout le monde aide Cendrillon à décorer la terrasse. La veille de Noël, Prudence, la gouvernante, surprend la princesse dans le garde-manger. Que se passe-t-il donc? Cendrillon fait même la couture, ce qui étonne de nouveau Prudence. Je préfère m'en occuper moi-même, lui explique la princesse. Sur la terrasse, Cendrillon prépare le buffet. Il manque encore quelque chose, dit-elle. Sa marraine, la bonne fée, apparaît alors. Tu as besoin d'un centre de table, constate-t-elle. Agitant sa baguette magique, elle crée une magnifique sculpture de glace. Merci, chère marraine, se réjouit Cendrillon. Maintenant, tout est prêt pour notre repas de Noël. La fée se glisse discrètement dans la salle du banquet. Cela ne suffira pas pour une réception royale, dit-elle, et elle fait apparaître des musiciens. Où sont nos invités? S'inquiète finalement Prudence. C'est une fête de Noël en l'honneur du personnel du palais, révèle la princesse, pour la plus grande joie de la gouvernante. Joyeux Noël, s'exclame-t-elle en rejoignant ses amis et le prince sur la terrasse. Après avoir partagé un délicieux repas, il est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Jack est si content de sa nouvelle veste. Enfin, Cendrillon et le prince rejoignent tous les invités à l'intérieur du palais pour le Noël le plus insolite et le plus joyeux de tout le royaume. Un dalmatien, des chiots de neige. Chez Pongo et Perdita, tout le monde s'affaire pour préparer le premier Noël des chiots dalmatiens. Une fois le sapin choisi et décoré, Nani, la gouvernante, dépose des boîtes emballées à son pied. Les humains offrent des cadeaux pour Noël, explique Perdita à ses petits. Ils nous montrent ainsi leur affection. Comme c'est gentil, s'émerveille Lucky. On pourrait leur donner quelque chose aussi. Dans l'après-midi, les chiots partent en balade. En arrivant au village, ils regardent des enfants jouer dans la neige. Lucky étudie les petits humains jusqu'à ce qu'ils poussent un jappement de joie. J'ai trouvé, s'écrie-t-il, suivez-moi. Il se précipite dans le jardin et commence à creuser dans la neige. Faites comme moi, indique-t-il à ses frères et sœurs. Mais Lucky tente en vain de sculpter un chiot de neige. Mon idée n'était pas si bonne, admet-il. Mais si, le rassure Patch, il faut simplement mieux réaliser des chiots assis. Ils seront plus stables. Pendant des heures, les petits dalmatiens perfectionnent leurs œuvres. Il manque encore quelque chose, dit Penny. Des yeux et des nez, dit Rolly. Ils courent dans la remise et chacun d'entre eux rapporte un boulet de charbon. Malgré tous leurs efforts, Lucky n'est pas satisfait du résultat. Il baisse les yeux sur les empreintes charbonneuses que ses frères et lui ont laissées sur la neige. Je sais, nos chiots de neige ont besoin de tâches. Trempez vos pattes dans le charbon et appliquez-les partout sur eux. Au moment du coucher, Nani lit aux chiots un conte sur la magie de Noël. La fatigue les emporte et bientôt ils s'endorment. Enfin, le matin de Noël est arrivé. Chaque chiot reçoit une balle, un os et un pull rouge, bien chaud. Tous sont enchantés de leurs cadeaux, mais Zippo est impatience à l'idée d'offrir les leurs. Ils se précipitent à la porte de la maison et se mettent à aboyer. On dirait qu'ils veulent nous montrer quelque chose, s'étonne Anita. Absolument, ajoute Roger. Mettons nos manteaux et allons voir dehors. Les trois humains applaudissent les magnifiques chiots de neige. Ces petits dalmatiens sont le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, soupire Nani en câlinant les chiots. Les petits aboient joyeusement, ils sont bien d'accord. Cars, le meilleur cadeau de tous les temps. L'hiver à Radiator Springs, Flash et Martin s'amusent à dévaler une colline enneigée sur une luge construite de briques
Radiator Springs, jubile Martin. J'ai hâte qu'on la teste. À Kersplash Mountain, tous les ans, le jour de Noël, les toboggans de ce parc aquatique sont gelés pour que les voitures puissent les descendre en luge. Martin, commence Flash, gêné, j'ai quelque chose à te dire. Je dois me rendre en Russie cette semaine pour participer au Grand Prix sur glace. Quoi? Tu ne seras pas là pour Noël? Non, et j'en suis désolée, mais je te promets qu'on fera autre chose à mon retour. Bien sûr, bredouille Martin, en s'éloignant. Il se réfugie alors dans le café de Flo. Qu'est-ce qui t'arrive, Martin? Lui demande-t-elle. Je ne pourrai pas fêter Noël avec Flash cette année, se désole-t-il. Rien ne vous empêche de le célébrer en avance, suggère-t-elle. Oui, tu as raison, approuve Martin en retrouvant le sourire. Vite, il fonce chez Luigi pour trouver un cadeau pour son meilleur ami. Qu'est-ce qui serait utile à Flash pour sa course en Russie, s'enquiert-il. Des pneus de course conçus pour la neige, répond Luigi. Malheureusement, je viens juste de vendre les derniers à un fourgon noir. Martin se lance à sa poursuite et le rattrape. J'ai vraiment besoin des pneus que vous venez d'acheter, lui explique-t-il. Navré, mais il me les faut pour rouler à toute vitesse sur la neige, réplique le fourgon. J'ai encore mieux à vous proposer, s'écrie Martin. Il échange sa luge contre les pneus. De son côté, Flash est pris de remords. Il appelle Vitali Petrov, l'organisateur de la course en Russie, pour le prévenir qu'il ne pourra pas y participer. Ne t'inquiète pas, le rassure son ami, la course est décalée d'une semaine. Soulagé, Flash fonce annoncer la bonne nouvelle à Martin. En chemin, il remarque un panneau publicitaire pour Kersplash Mountain. C'est le cadeau parfait pour Martin. Le jour de Noël, les deux amis échangent leurs cadeaux. Génial, s'exclame Flash en découvrant ses nouveaux pneus. Des billets pour Kersplash Mountain, s'émerveille Martin. Dommage que je n'ai plus de luge. Heureusement, à la casse, il y a suffisamment de pièces détachées pour fabriquer une nouvelle luge à 2 places. Passer Noël avec toi, Flash, c'est le meilleur cadeau de tous les temps, s'écrie Martin. Réponse. Les fantômes des Noëls passés. Réponse a toujours passé Noël enfermée dans la tour de Mergotel. Maintenant qu'elle a retrouvé ses véritables parents, elle s'apprête à vivre son premier Noël avec eux. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si joyeux, confie-t-elle à Flynn. Mais parce que Noël est une fête merveilleuse, lui répond le jeune homme surpris. Merveilleuse, s'indigne réponse. Terrifiante, tu veux dire? À quoi ressemblaient tes Noëls avec Mère Gothel, demande Flynn. Il y avait tous ces chants sinistres à vous glacer le sang. Mère Gothel me parlait aussi du méchant elfe de Noël qui se glisse dans les chambres des enfants et leur vole leurs jouets. Il me terrifiait. Encore des mensonges de Mère Gothel. Pour que tu redoutes le monde extérieur, s'énerve Flynn. Je vais te montrer ce qu'est vraiment Noël. Il guide Réponse dans les rues de Corona, jusqu'à ce qu'il croise un cœur d'enfant. La mélodie est douce, et les paroles évoquent l'espoir et la joie. Ce sont vraiment des chants de Noël, s'étonne Réponse. C'est magnifique. Cet instant, un petit garçon court vers elle, en lui tendant un paquet joliment emballé. Joyeux Noël, princesse Réponse, s'exclame-t-il. Je l'ai fabriqué pour vous. Au lieu de prendre le cadeau, Réponse se réfugie derrière le muret le plus proche. Baissez-vous, crie-t-elle. Ce n'est pas un piège, la rassure Flynn. Tu peux l'ouvrir sans crainte. Il ne va pas exploser. C'est ce que font les cadeaux de Noël. Encore un mensonge de Mère Gothel, se désole Flynn. Rassurée, Réponse ouvre le paquet et découvre une ravissante couronne de houx qu'elle pose sur sa tête. Merci beaucoup, dit-elle au petit garçon. Flynn l'entraîne ensuite sur la place principale où se dresse un grand sapin. Les habitants s'affairent à le décorer de boules et de rubans. Ce n'est pas avec ça qu'on pourra éloigner l'elfe de Noël, remarque Réponse. Ces ornements sont là pour embellir le sapin, rien de plus, lui explique Flynn. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Ils reviennent au château, où Flynn lit à Réponse plusieurs livres consacrés à Noël. Voici le Père Noël, déclare-t-il en désignant l'image d'un homme souriant et barbu. Il n'a rien d'un méchant elfe. C'est
un vieil homme qui voyage dans le monde entier pour apporter des cadeaux à tous les enfants. Finalement, j'ai très envie de fêter Noël cette année, à de mes réponses. Pascal est tout à fait d'accord. La veille de Noël, le père de Réponse fait un discours. Maintenant que notre famille est enfin réunie, cette fête sera toujours joyeuse. Pendant le réveillon, Réponse prend Flynn à part. Merci de m'avoir fait découvrir ce qu'est un véritable Noël. C'est moi qui devrais te remercier. Quand j'étais petit à l'orphelinat, j'ignorais moi aussi ce qu'était un Noël heureux. À présent, grâce à toi, je le sais. Mickey, le sapin de Donald. C'est la veille de Noël. Dans la maison de Donald, les chaussettes sont soigneusement suspendues à la cheminée et tous les cadeaux pour ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, sont emballés. Il ne manque plus que le sapin. Viens plutôt, dit-il. Allons dans les bois chercher un sapin de Noël. Il enfile son manteau, son chapeau et ses gants et prend sa hache bien aiguisée. Au fond des bois, dans un sapin robuste, vivent deux joyeux Tamias, appelés Tic et Tac, qui se préparent aussi pour Noël. Donald arrive sur les lieux et trouve ce sapin parfait. Il commence à le couper. Tic et Tac, cachés dans la cime, ont trop peur pour bouger. Donald et Pluto ramènent l'arbre chez eux, sans se rendre compte que Tic et Tac se trouvent encore dans les branches. Arrivé à la maison, Donald court vers son placard et sort deux grandes boîtes de décoration et de guirlandes. Les deux Tamias regardent Donald enrouler de longues guirlandes colorées sur les branches de l'arbre. Maintenant, je vais aller chercher les cadeaux à mettre sous le sapin, déclare Donald. Reste ici, Pluto, je reviens tout de suite. Pluto aperçoit alors les deux Tamias dans le sapin. Il grogne de manière désapprobatrice, mais Tic et Tac l'ignore et commence à décrocher les décorations. Donald revient et croit que c'est la faute de Pluto. Tu devras rester dans ta niche pour le reste de Noël. Pluto aboie tristement. Tic fait alors tomber une boule dorée. Qu'est-ce que c'était? S'écrie Donald. Pluto aboie en direction de l'arbre. Tac est caché dedans, jouant avec les lumières colorées. Pluto aboie encore. Donald regarde à travers les branches et voit enfin Tic et Tac. Eh bien, rit-il en soulevant les deux Tamias. C'est donc vous les coupables. Désolé de t'avoir accusé plus tôt. Pluto veut mettre Tic et Tac dehors. Oh, Pluto, dit Donald, c'est la veille de Noël. Il faut être gentil avec tout le monde. C'est ça l'esprit de Noël. Alors, Tic et Tac présentent leurs excuses à Pluto et ce dernier se lie d'amitié avec eux. Et quand Riri, Fifi et Loulou arrivent, ils sont tous d'accord pour dire que c'est le meilleur repas de Noël qu'ils aient jamais fait. Le clochard, les traditions de Noël. C'est le premier Noël des JO. Lady veut que tout soit parfait. Apprenons les traditions de Noël à nos petits, dit-elle à Clochard pendant que leur chiot joue dans la neige. Qu'y a-t-il à leur apprendre? Noël ne dure qu'une matinée. Je ne suis pas d'accord, réplique-t-elle. Ce qui compte, c'est tout ce que nous partageons en famille. Mais Clochard n'a jamais vraiment fêté Noël. Dans la rue, ça a toujours été un jour comme les autres, avec des repas un peu plus copieux. En rentrant chez eux, Lady et Clochard rencontrent deux amis et découvrent Jim Chéri en train de tirer un sapin vers la maison. Que fait-il avec ce grand arbre, maman? Demandent les chiots. C'est un sapin de Noël, explique leur mère. Lady détaille alors les traditions de Noël à tout le monde. Le sapin, les chaussettes, les cadeaux, les gens. Tout ce qui fait de cette fête la période la plus merveilleuse de l'année. Lady avait raison, les préparatifs de Noël furent magiques. La maison entière brillait grâce aux lumières et aux décorations. Les chiots se sont beaucoup amusés à décorer le sapin et ont même eu droit de goûter à quelques biscuits de Noël.
cheminée. À quoi ça sert demande Scamp, intrigué. Attends demain, répond Lady. Elle est impatiente qu'ils vivent leur premier matin de Noël. Le lendemain, ils découvrent leurs chaussettes remplies de cadeaux. Le Père Noël est passé. Lady a reçu une écuelle à eau flambant neuve et Clochard un nouvel os à ronger. Joyeux Noël tout le monde, s'exclame Lady. Dans la soirée, on sonne à l'entrée. Joyeux Noël, tante Sarah, Si et Ham, ces deux chats siamois l'accompagnent. Surveillons-les, murmure Lady à Clochard. Crac, les chats ont sauté sur la table. Pour renverser le merveilleux buffet de Noël sur le sol, ils s'apprêtent à faire accuser les chiens, mais Darling a assisté à la scène et ne se fait pas piéger. Je ne sais pas ce qui leur a pris, s'excuse tante Sarah. Clochard a une idée pour réconforter Lady. Moi aussi j'ai une tradition de Noël à partager. Et il emmène toute la famille au restaurant de Tony. C'est parfait, dit Lady en s'asseyant de délicieux dîners de Noël italien. Que toutes nos traditions se perpétuent encore pendant de nombreuses années, lance Clochard. Wally, un cadeau pour Wally. Wally et Eve analysent le comportement inhabituel des humains. Depuis quelques semaines, ils agissent très bizarrement. Par exemple, aujourd'hui, certains installent des guirlandes colorées. L'un d'entre eux apporte la statue d'un bonhomme grassouillet, vêtu d'un costume rouge avec un bonnet et des bottes noires. Soudain, le capitaine du vaisseau, l'Axiom, se met à chanter. Les autres humains se joignent à lui. Wally et Eve invitent leurs amis robots à venir voir ce spectacle insolite. Ceux qui étaient sur le vaisseau spatial, avec les humains, se souviennent que cela se produit tous les 12 mois environ, mais ils n'ont jamais compris ce que c'était. Pourquoi les humains ont-ils l'air si différents? Soudain, Wally comprend, ils sont heureux. Il a alors une idée. Les robots peuvent être heureux eux aussi. Il leur suffit de stocker dans leur mémoire les comportements des humains et de les imiter. Wally et d'autres robots collectent des guirlandes lumineuses. Mo suspend de vieilles chaussettes, puis aspire des cacahuètes d'emballage en polystyrène pour faire de la fausse neige. Wally et Eve cherchent d'autres trésors. Tout à coup, des éclats de voix attirent leur attention. Le capitaine de l'Axiom est en train de parler avec un de ses amis humains. Eve s'envole pour mieux les écouter. J'adore Noël, s'écrie le capitaine. Ce n'est pas seulement une fête où l'on s'offre des cadeaux. Ceux-ci nous servent à prouver à la famille et aux amis qu'on les aime. Eve décide alors de faire un présent à Wally et finit par trouver le cadeau idéal. La veille de Noël, comme les humains, les robots ont préparé la fête avec grand soin. Eve prend Wally à part pour lui donner son cadeau. Subjugué, il contemple les étoiles du papier quand il s'aperçoit que son ami lui fait signe de déballer le paquet. Ouvre-le. Wally défait le papier avec le plus grand soin. C'est un sapin miniature. Eve sait que Wally prendra soin du sapin comme personne. Ils plantent l'arbre ensemble, puis placent une étoile au sommet. Eve prend alors la main de Wally. Eve, murmure-t-il, il comprend enfin pourquoi les humains aiment tant Noël. Alice au pays des merveilles, un cadeau pour la reine de cœur. Par un froid après-midi de décembre, Alice regarde par la fenêtre. On se croirait à Noël, dit-elle. Soudain, une silhouette bondit dans la neige. Alice se lève pour mieux voir. C'est un lapin blanc avec une redingote. Je le reconnais, s'écrie-t-elle. C'est le lapin blanc du pays des merveilles. Perdu, il est perdu, se lamente le lapin. Alice se lance à sa poursuite. Elle le rattrape au moment où il se faufile dans son terrier. Attendez, il arrête Alice. Que se passe-t-il? J'ai égaré le cadeau de Noël de la reine de cœur, répondit affolée. Si je ne le retrouve pas, elle me coupera la tête. En le suivant dans le terrier, Alice bascule dans le vide. Monsieur Lapin, attendez-moi, crie-t-elle. Elle se retrouve sur un chemin enneigé. Je l'ai perdu, gémit Alice. Un sourire apparaît, puis le corps d'un chat rayé. Perdu quoi? Le lapin blanc, dit Alice. Il a perdu.
malicieux, le chapelier fou lui demande qui tient la tête au frais l'été et au chaud l'hiver. Un chapeau, dit Alice, avant de poursuivre. Le lapin blanc a perdu le cadeau de la reine. Comment le retrouver? Le chapelier fou ôte alors son chapeau dont il sort une boîte. Le lièvre de Mars l'attend à Alice. Cette dernière reprend la route et finit par retrouver les traces du lapin blanc qu'elle suit jusqu'au château. Elle arrive finalement dans la salle du trône et aperçoit celui qu'elle cherchait. Je suis désolée, votre majesté, bredouille le lapin blanc. J'ai égaré votre cadeau. Qu'on lui coupe la tête, hurle-t-elle. Non, intervient Alice. J'ai retrouvé votre cadeau. Encore vous, rugit la reine. Qu'on lui coupe la tête. Ouvrez le cadeau, très cher, suggère le roi. La reine est apparemment ravie et apaisée. Elle tient dans sa main un minuscule et ravissant sapin de Noël. Soudain, un sourire se dessine près d'Alice. Pourquoi ne pas s'éclipser, propose la voix du chat de Cheshire. Alice sort discrètement de la salle du trône. Elle se met à courir, glisse et se cogne la tête. Tout s'obscurcit brutalement. Quand elle rouvre les yeux, elle est dans son salon. En s'étirant, elle regarde par la fenêtre et voit un bonhomme de neige. Il porte un chapeau qu'elle reconnaît et tient une tasse de thé. Elle n'a peut-être pas rêvé. Peter Pan, Noël au pays imaginaire. J'adore le pays imaginaire, dit Wendy, mais c'est bientôt Noël à la maison et je ne veux pas manquer ça. Noël, s'étonne Peter Pan. Qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur moment de l'année, dit Wendy. On décore et on illumine des sapins. Il y a aussi des cadeaux, ajoute Michel, et des pétards, s'écrie Jean. C'est surtout l'occasion de montrer à nos proches qu'ils comptent pour nous, précise Wendy. Cela donne une idée à Peter. Prends cette corbeille. Je sais que tu adores les coquillages. Et il y en a dans la lagune aux sirènes. Dépêche-toi et tu en ramasseras quelques-uns avant la nuit. Wendy accepte, surprise par cette proposition soudaine. Peter réunit les garçons perdus, Jean, Michel et Clochette, pour faire une surprise à Wendy. Cette année, Noël aura lieu au pays imaginaire. Nous allons d'abord voir Lily la tigresse. Nous avons besoin de cadeaux pour Noël, lui explique Peter. Il nous faudrait quelque chose de très spécial pour Wendy. Peux-tu nous aider? Elle montre à Peter comment faire un superbe collier pour Wendy. Et le chef apprend aux garçons perdus à fabriquer des pointes de flèches. Peter les entraîne ensuite sur le bateau du capitaine Crochet. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demande Jean. « Eh bien, ces pirates ne connaissent pas Noël, mais ils s'y connaissent en explosifs. On va leur chipper un peu de poudre à canon pour nos pétards. » Peter se faufile dans la réserve, remplit un sac de poudre, puis en jette une poignée au visage de Crochet pour le faire éternuer. « Merci, capitaine !» lui crie Peter en s'éclipsant. Ils réussissent même à rapporter un sapin dans leur repère. Les garçons perdus le décorent et Peter dépose cadeaux et pétards à son pied. Il faut l'illuminer maintenant, dit-il. Clochette et lui vont à la lagune. La lagune s'éclaire la nuit, dit Peter Pan aux sirènes. Pouvez-vous me prêter vos lanternes? Ce sont des poissons qui brillent dans le noir, explique une sirène. Ils ont besoin d'eau pour respirer. Peter est dépité. Clochette teinte comme elle peut pour lui parler, mais rien n'y fait. Il appelle alors les garçons perdus. On va utiliser des lucioles pour éclairer notre sapin. La chasse est ouverte, mais une fois déposées sur les branches du sapin, les lucioles ne restent pas en place. Noël est caché, soupire Peter. Clochette se place face à Peter en tintant de plus belle. C'est vrai, tu peux le faire, il fallait le dire plus tôt. Wendy arrive quelques instants plus tard et trouve le repère inhabituellement sombre. Oui, Clochette répand soudain de la poussière de fée sur le sapin et la lumière remplit la pièce. Surprise, crient les garçons perdus, c'est Noël au pays imaginaire. Monstres et compagnie, Noël à Monstropolis. Bob Razowski
Polski, le meilleur collecteur de rire de l'entreprise de Monstres et compagnie, a de nouvelles responsabilités. Il est chargé de l'organisation des festivités de Noël à Monstropolis. Bob veut illuminer le centre-ville et un sapin, le tout au cours d'une cérémonie, la veille de Noël, diffusée à la télé. Tout ça va nécessiter un approvisionnement gigantesque en énergie, prévient Sully. Sans l'écouter, Bob dit aux monstres qui décorent la ville de rajouter des guirlandes. La veille de Noël, des centaines de monstres sont rassemblés pour assister à la cérémonie, ainsi que des équipes de télévision. Mais tout à coup, toutes les lumières s'éteignent. Monstropolis est privé de courant. Ne vous inquiétez pas, hurle Bob. On aura tout réparé en un rien de temps. Paniqué, il se tourne vers Sully. L'usine de Monstres et compagnie est fermée. Comment allons-nous rattraper ce fiasco? Il nous faut d'autres collecteurs de rire, dit Sully. Ferdinand, Albéric, venez avec nous. Ces derniers acceptent d'aider Bob et Sully. Une fois sur place, Sully se rend compte que sans électricité, les portes des chambres d'enfants doivent être mises en place manuellement. On peut le faire, dit-il pour s'encourager. Sully installe les portes. Bob supervise Ferdinand et Albéric. Il écrit des blagues sur des fiches et les tend à ses compagnons. Il franchit ensuite les portes des chambres et enchaîne les jeux de mots. Il ne leur reste qu'une heure avant la cérémonie de Noël. Bravo Bob, l'encourage Sully. Tu as recueilli 2 bidons d'énergie. C'est tout, gémit-il épuisé. Il nous en faut 6 au total. Une demi-heure plus tard, ils n'ont rempli que 4 bidons. Ferdinand et Albéric ont bien du mal à faire rire les enfants. Ils finissent par se disputer et dans la chambre, une petite fille en éclate de rire. Ils s'enchaînent les maladresses et un petit garçon rit si fort qu'il remplit un bidon entier à lui seul. C'est bon, nous avons suffisamment d'énergie. Ils rétablissent le courant dans la ville, puis rejoignent le centre-ville pour l'illumination du sapin. Bob appuie sur le bouton pour allumer les guirlandes. Malheureusement, rien ne se passe. On a oublié de brancher les guirlandes, dit Sully. Finalement, Albéric branche le câble et tout s'allume. Bravo Bob, s'écrie Sully. Bravo à nous, dit Bob, en les faisant venir à ses côtés. Et joyeux Noël à tous. Winnie l'ourson. Joyeux Noël, Winnie. C'est la veille de Noël et Winnie est préoccupée. Il me manque quelque chose, mais quoi? J'ai un sapin, des bougies, des décorations. Soudain, on frappe à la porte. Winnie ouvre et découvre un petit bonhomme de neige frissonnant. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, puis-je entrer? Bien sûr. Il installe l'étrange invité devant le feu. Une fois la neige fondue, Porcinet, son meilleur ami, apparaît. C'est toi, s'exclame alors Winnie. Maintenant qu'il n'est plus frigorifié, Porcinet admire le sapin de son ami. Est-ce que tu vas faire une guirlande en grains de pop-corn pour le décorer? Lui demande-t-il. J'y ai pensé, admet Winnie. J'avais du pop-corn et une ficelle, seulement j'ai mangé tout le pop-corn. Ça ne fait rien, dit Porcinet. On n'a qu'à utiliser la ficelle pour attacher l'emballage des cadeaux que tu vas offrir. Le petit ourson se souvient enfin de ce qu'il cherchait. Les cadeaux, je les ai oubliés, s'affole-t-il. Ce n'est pas grave, Winnie, le rassure Porcinet. C'est l'intention qui compte. Préférant ne pas montrer sa déception, Porcinet rentre chez lui. À tout à l'heure, Winnie. J'ai encore des choses à faire avant Noël, dit-il en évitant de croiser le regard de son ami. Winnie ne sait pas comment résoudre son problème de cadeau. Peut-être que Jean-Christophe pourra l'aider. Il va frapper chez son ami. Sa maison est si joliment décorée que le plus étourdi des oursons en oublie la raison de sa venue. Pourquoi sont-elles accrochées ici? Demande-t-il en désignant les chaussettes suspendues à la cheminée. Elles vont recevoir les cadeaux de Noël. Winnie se rappelle enfin qu'il n'a pas de chaussettes ni de cadeaux. Jean-Christophe lui offre alors des chaussettes pour ses amis et Winnie se dépêche de rentrer chez lui. Il écrit de la part de Winnie sur des étiquettes qu'il accroche à chaque chaussette, puis il les dépose chez ses amis. Il réfléchit ensuite aux cadeaux à offrir et finit par s'endormir. Au matin, Winnie est réveillée par des coups à sa porte. « Joyeux Noël !» s'exclame Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Bourriquet, Grignotin, Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou. Tous sont ravis de leur présence
présent si spécial. Comment est-ce possible, dit Winnie. Cela s'appelle Noël, tout simplement, dit Tigrou. Winnie reçoit quant à lui des pots emplis d'un miel savoureux. Noël est une fête merveilleuse, s'exclame-t-il entouré de ses amis. Jour 17. Cars, Martin sauve Noël. Martin s'apprête à poster sa lettre pour la voiture de Noël quand il entend une voix lui dire « La voiture de Noël n'existe pas !» C'est Chick Hicks, le grand rival de Flash McQueen, qui se moque de lui. « Que fais-tu ici, Chick ?» l'interrompt Flash. « Je suis simplement de passage, dit-il en faisant demi-tour. » Après son départ, Shérif surgit préoccupé. « Tout le carburant a été volé, leur annonce-t-il. » Les camions postaux ne pourront pas acheminer le courrier, panique Martin. Déterminé, il se rend malgré tout à la pompe. Je vais aller moi-même au pôle Nord pour livrer le courrier de la voiture de Noël. Mais la station a été dévalisée. Fillmore, le minibus hippie, a une idée. Il fabrique son propre carburant écologique et il remplit le réservoir de Martin. Ne perds pas la foi, mon vieux, le rassure le minibus. Après un passage chez Luigi pour faire équiper Flash des pneus neige, ils arrivent au pôle Nord. Merci pour les lettres, dit la voiture de Noël, mais je crains que Noël n'ait pas lieu cette année. On a enlevé mes rennes motoneige, sûrement à cause du carburant top secret qui me permet de me déplacer partout dans le monde. Chick Hicks a volé vos rennes, comprend alors Martin, et les a cachées à Radiator Springs. À Radiator Springs, Luigi et Guido cherchent les voleurs. Ils aperçoivent Chick et ses acolytes en haut d'une colline qui font des expériences. Ils découvrent aussi les rennes motoneige dans un enclos. Mais les amis de Chick les arrêtent et leur prennent leur essence. Vous arrivez trop tard, dit Chick. Nous avons analysé le carburant des rennes et nous en avons fabriqué une version améliorée. Un bruit de clochette retentit soudain. C'est Martin qui survole la colline, remorquant Flash et la voiture de Noël. Ils ont fait le plein de carburant magique. Chick tente de s'enfuir, mais Flash se lance à sa poursuite dans les airs. Le bolide rattrape bientôt Chick, qui finit par atterrir dans un champ de cactus en contrebas. « Il est à toi, Martin, dit Doc. Remorque ce bandit en prison avec ses copains. » Martin, Flash et la bande de Radiator Springs fêtent la capture des voleurs de carburant avec la voiture de Noël et ses rennes motoneige. « Il est temps de nous mettre en route, dit la voiture de Noël. Martin, m'aideriez-vous à distribuer les cadeaux ? C'est mon rêve, exulte Martin. Il salue ses amis. Joyeux Noël à tous, leur crie-t-il. Merci Martin, tu as sauvé Noël, répond Flash. Pinocchio, Figaro, fête Noël. Papa, il neige, s'exclame Pinocchio émerveillé. Par la fenêtre, il regarde le village, couvert de blanc. C'est son premier hiver, en tant que véritable petit garçon, et il profite de chaque instant. Il est temps de préparer Noël, annonce Geppetto. Figaro le chat attend aussi Noël avec impatience. Geppetto et Pinocchio sortent acheter un sapin et décorent la maison. Le soir, ils suspendent des chaussettes à la cheminée. Figaro voudrait participer, mais il est si excité qu'il fait presque trébucher Geppetto. Attention, lui dit alors le vieil homme. Il décore le sapin et Pinocchio met l'étoile au sommet. Geppetto commence à préparer le réveillon. Farce, pommes de terre, sauce, que ça sent bon, se réjouit Pinocchio. Ce n'est pas encore l'heure de manger, dit Geppetto à Figaro, qui essaye de goûter l'oie. Vexé, Figaro se réfugie sous le lit de Geppetto, où il découvre des cadeaux de Noël dissimulés, mais pas un seul n'est pour lui. Dans la pièce d'à côté, le menuisier fait une annonce. « Figaro, Cléo, soyez sages, on revient dans un instant. » Le chaton est outré. Déjà que son maître ne lui a pas fait de cadeau, voilà qu'il fait une sortie sans lui. Puisqu'on le prive de Noël, personne d'autre n'en profitera. Figaro déchire les cadeaux, arrache les décorations, puis saute sur le sapin. Cléo le poisson le supplie d'arrêter, en vain. Il entend alors la
ensemble la pièce. Très vite, le salon brille de mille feux. Pas mal du tout, observe Jiminy avec satisfaction. Figaro se sent beaucoup mieux à présent. Lorsque Geppetto et Pinocchio sont de retour, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils montrent alors à Figaro ce qu'ils s'étaient sortis acheter, de la crème fraîche, rien que pour lui. Voilà pourquoi il n'y avait pas de cadeau à son nom. Plus tard, tous sont réunis autour de la table, entourés de ceux qu'il aime, occupés à partager un délicieux repas. Figaro a le cœur empli de joie. Il a bien retenu la leçon de Jiminy Cricket. À Noël, on passe du temps en famille. Il n'y a rien de plus important. Mickey et ses amis, les cadeaux de Noël. La veille de Noël, Mickey et Pluto se promènent en ville. Le manteau de Mickey est un peu vieux. Son sapin de Noël petit et ses poches vides, mais Mickey est heureux. Soudain, Pluto tire son maître vers une vitrine où est exposée une belle chaîne en or. Le cadeau idéal pour accompagner la montre de Minnie. Je suis un peu à court en ce moment, mais nous allons gagner des pourboires aujourd'hui. Pendant ce temps, Minnie est préoccupée par ses maigres économies. Comment vais-je faire pour acheter un cadeau à Mickey? Elle entend frapper à la porte. C'est Mickey, portant un sapin et jouant de l'harmonica. Oh Mickey, quand tu joues de l'harmonica, mon cœur chante. Mickey enveloppe son harmonica dans un vieux chiffon. Un tel instrument aurait besoin d'un bel étui, dit Minnie. Après sa visite à Minnie, Mickey file au travail à la ferme des sapins de Patibulaire. Comme tout le monde a attendu la dernière minute pour acheter son sapin, Mickey gagne beaucoup de pourboires en aidant les gens à transporter leur arbre. Pat tente de convaincre une famille pauvre d'acheter un énorme sapin très coûteux. Mickey leur propose un petit sapin moins cher. La famille est ravie, mais Pat est furieux. Il renvoie Mickey et lui prend tout l'argent qu'il a gagné. De l'autre côté de la ville, Minnie pense recevoir sa prime de Noël pour acheter le cadeau de Mickey, mais son patron lui tend un gâteau à la place. Mickey est assis dans le parc et joue de l'harmonica. Au passage, un policier l'entend et lui propose de jouer dans un concert de Noël pour les orphelins organisé par les pompiers de la ville. Mickey accepte avec joie. Il a ensuite l'idée d'échanger son harmonica contre la chaîne en or repérée en vitrine ce matin. Plus tard, Mickey et Minnie se préparent à s'offrir leur cadeau. Minnie déballe son cadeau en premier. Une chaîne pour ma montre, je l'adore, mais j'ai échangé ma montre pour acheter ton cadeau. Mickey déballe le sien à son tour. Un étui pour mon harmonica. Je l'ai échangé contre la chaîne, avoue-t-il. Tu es toute la musique dont j'ai besoin. Le couple se sourit. C'est un Noël qu'ils n'oublieront jamais. Cars, Noël à Radiator Springs. Quelle effervescence à Radiator Springs. Toutes les voitures s'activent pour terminer les derniers préparatifs de Noël. Pendant ce temps, Shérif patrouille dans les rues de la ville. Aucun excès de vitesse ne sera toléré par le policier. Flash et Sally décorent un fantastique arbre de pneus. Grâce à son crochet, Martin suspend les guirlandes de lumière. De mémoire de bolide, on n'avait jamais vu un arbre aussi majestueux dans toute la vallée. Après tous ces efforts, le réconfort. Et rien de tel qu'un bidon d'huile fumant pour se réchauffer le moteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu à éteindre, mais du hou à arroser. Encore une mission pour Red, le camion de pompiers. Mais où est Martin? Enfin le voilà. Il tire un traîneau rempli de jolis cadeaux pour les habitants de la ville. Il faut vite déposer tous les paquets sous l'arbre de pneus. Pour le réveillon, Flash se met sur son 31. En matière de carrosserie, il peut compter sur un artiste hors pair, le formidable Ramon. Ce dernier peint un superbe éclair vert sur la portière de Flash. La voiture
à son sujet et l'ont convié à préparer les fêtes avec eux. Mais si Ralph a désormais des amis, il n'oublie pas pour autant les méchants des autres jeux. Tu as raison, c'est injuste, admet la fillette, qui a elle-même déjà été rejetée par les personnages de son jeu. Et si on fêtait Noël avec tous les méchants cette année, ajoute-t-elle. Quelle super idée, s'exclame Ralph. Il se précipite à une réunion des méchants anonymes pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, il retourne s'occuper des préparatifs avec Vanellope. Il trouve l'arbre parfait qu'il décore de pop-corn et de bonbons. Il ne ressemble pas vraiment au sapin de Noël des gentils, mais Ralph sait que les méchants l'aimeront. La veille de Noël, les deux amis n'ont plus qu'à transporter arbre et cadeaux dans la salle où se déroulera la fête. Pour cela, Vanellope entraîne Ralph jusqu'à la pâtisserie des cartes. On va fabriquer un traîneau, comme celui du Père Noël, décide-t-elle en actionnant les commandes. Quelques instants plus tard, elle a fabriqué un magnifique traîneau en sucre et en glaçage. Ralph charge le traîneau. Ralph et Vanellope chargent le traîneau et se mettent en route. Je conduis, dit Ralph en actionnant les fusées à propulsion de l'engin. Hélas, il appuie si fort qu'il détruit involontairement les interrupteurs. Devenu incontrôlable, le traîneau s'écrase au milieu du lac de caramel. Tous les préparatifs de Noël sont perdus. Les mains vides, Ralph et Vanellope se dirigent vers la salle de réunion des méchants. Qu'est-ce qu'on va leur dire, gémit Ralph. J'ai détruit leur Noël. C'était un accident, soupire Vanellope. Tant pis pour la fête. Mais quand ils poussent la porte, une surprise les attend. Le réveillon a déjà commencé. Les méchants se sont occupés de tout. Ralph, tu nous as donné l'esprit de Noël, le remercie la sorcière. Grâce à toi, personne ne restera seul cette année. Bien joué, Ralph, le félicite Vanellope. Toy Story, joyeux Noël Woody. C'est bientôt le 24 décembre. Tous les jouets d'Andy ont une idée pour patienter. Ils vont s'offrir de petits cadeaux lors d'une pré-fête de Noël. Mais Woody est bien embêté, il n'a pas d'idée. C'est Buzz qui se charge de l'organisation. Nous allons passer le meilleur Noël de tous les temps, annonce-t-il à Woody. Mais le cow-boy est encore très tourmenté. Il ne lui reste que 2 jours pour trouver tous ses cadeaux. Woody décide alors d'interroger ses amis. Siffly, que veux-tu pour Noël demande-t-il au pingouin. Tout ce que je veux, c'est que ma voix ne me trahisse pas pendant le concert. Et toi, Jessie, que veux-tu pour Noël la questionne Woody. Que notre fête soit réussie, répond-elle. Woody n'est pas plus avancé. Le soir de Noël approche. Buzz confie à chacun une mission pour terminer les préparatifs de la fête. Buzz, Jessie et Bo, la bergère, emballent les présents. Les aliens et les petits soldats verts fabriquent un sapin de Noël. Rex et Bayonne empilent ensuite les cadeaux au pied du sapin. Puis, Buzz et Jessie déguisent Rex en Père Noël. Appelez-moi Père Rex. Oh, oh, grrr. Pendant ce temps, les petits soldats verts transforment le karting en traîneau du Père Rex. L'heure de la fête approche. Super, s'écrie Woody quand il découvre le sapin. Pourtant, il est inquiet. Il n'a toujours pas trouvé de cadeau pour ses amis. Buzz, que vais-je faire se lamente Woody. Je ne sais pas quoi vous offrir. Je ne peux pas participer à la fête. Ne dis pas n'importe quoi et suis-moi, réplique Buzz. Tous les jouets se réunissent autour du sapin. Buzz présente un spectacle lumineux sur le thème de Noël. Comme c'est beau, s'émerveille Woody. Il se rend alors compte que le plus important, c'est de passer Noël avec ceux qu'on aime. Les amis, s'écrie soudain Woody. Il neige. Les autres jouets le rejoignent à la fenêtre pour regarder la neige tomber. Finalement, tu as trouvé le cadeau parfait, conclut Buzz. Mickey et ses amis, l'assistant du Père Noël. En cette veille de Noël, Mickey et Pluto dorment paisiblement, quand soudain ils sont réveillés par des éternuements. Atchoum, atchoum, atchoum. Ils ouvrent la fenêtre pour voir la cause de ce vacarme. Ébahis, ils découvrent le Père Noël dans le jardin, accompagné de ses 9 reines. Mickey enfile sa robe de chambre et sort dans le jardin, suivi de Pluto. Tout va bien, Père Noël demande Mickey. Je n'en peux plus. Bérette et moi sommes enrhumés. Nous devrions être au lit, mais il reste des cadeaux à distribuer. Pluto et moi pouvons nous en charger, propose gentiment Mickey. Bonne idée, répond le Père Noël soulagé.
Prenez ce sac rouge et suivez cette liste. La magie de Noël vous guidera. Mickey va voir l'énorme sac de cadeaux. Ce dernier est aussi léger qu'une plume. C'est la magie de Noël. Leur luge décolle alors dans les airs et ils atteignent le toit de la maison de Daisy. Le Père Noël passe par la cheminée. Je vais faire pareil, décide Mickey. Et il atterrit dans le salon, dans un nuage de suie. Je ne suis pas encore habitué, gémit-il. Il dépose les cadeaux pour Daisy et voit les biscuits laissés à l'intention du Père Noël. Il mange tout et remonte en un éclair. Il se rend soudain compte qu'il a oublié de les partager avec Pluto. Tu en auras dans la prochaine maison, promet-il. Chez Dingo, Pluto vient avec lui et se jette sur les biscuits, renversant le sapin au passage. Ils tentent tous les deux de le redresser, espérant que Dingo sera tellement heureux qu'il ne verra rien. Chez Minnie, Mickey dépose les cadeaux et remplit la chaussette de bonbons. Il voit une assiette de biscuits, en prend un pour lui et un pour Pluto cette fois. Chez Donald, il s'aperçoit qu'il manque un cadeau. Il cherche dans le salon quand il entend soudain des pas. Donald est réveillé. Heureusement, la magie de Noël protège Mickey et lui permet d'être invisible. En un clin d'œil, il retourne sur le toit. Quelle nuit! Rentrons. Le lendemain, les amis se retrouvent et chacun raconte l'étrange réveil qu'il a vécu. Daisy avait de la suie dans son salon. Dingo a retrouvé son sapin de travers et Donald a été réveillé par le bruit. Quant à Minnie, elle avait un cadeau destiné à Donald. Mickey reste silencieux avant de voir un cadeau au pied de son sapin, une boule à neige dans laquelle on voit le Père Noël, Pluto et lui sur un traîneau. Le Père Noël n'était pas lui-même cette année, dit-il en échangeant un clin d'œil avec Pluto. La Belle au bois dormant, un Noël magique. En ce jour de décembre, Aurore est triste. J'ai l'habitude de passer Noël avec mes tantes, explique-t-elle à Philippe. Elle parle de Flora, Pâquerette et Pimprenelle, les trois fées qui l'ont élevée. Invitons-les pour les fêtes, propose alors Philippe. Le lendemain, il part pour une mission royale. Aurore profite de son absence pour préparer le réveillon. Avec les fées. Aurore leur précise qu'elle veut un Noël comme ceux de son enfance, sans magie. D'un commun accord, elles mettent leurs baguettes de côté. Aurore et ses tantes vont dans la cuisine. La princesse pense au cadeau de Philippe. J'aimerais fabriquer quelque chose, mais quoi? Une chemise, suggère Flora. Mais je ne sais pas coudre, s'inquiète Aurore. Ne t'en fais pas, nous te montrerons comment faire, la rassure Pâquerette. Est-ce une bonne idée? Vous vous souvenez des chaussettes qu'on accrochait au manteau de la cheminée, dit Aurore. Elles n'avaient pas de fond et les cadeaux étaient tombés. Pas d'inquiétude, nous avons progressé depuis, dit Pimprenelle en riant. Les fées apprennent à Aurore à faire une chemise, mais la princesse n'est pas convaincue par son œuvre. On ne dirait pas vraiment une chemise, si, leur demande cette dernière. Aurore se prépare pour le retour de Philippe. Les fées la conseillent sur sa robe. Rouge, dit Flora. Non, bleu, dit Pimprenelle. Pourquoi pas violette, dit Pâquerette. Aurore choisit finalement cette dernière. Puis, les trois fées la coiffent d'une couronne de houx. Il est temps d'emballer le cadeau de Philippe. Aurore s'en occupe avec les fées et le dépose au pied du sapin. Elle est impatiente de retrouver son prince. Dès qu'il est là, Aurore lui demande de fermer les yeux et ne les ouvre pas avant que je le dise. Elle le conduit dans le hall où les attendent les trois fées. Maintenant, s'écrie Aurore. Philippe découvre un sapin décoré de guirlandes, de travers, des gâteaux et des tartes brûlées. Voici ton cadeau, dit Aurore. C'est une chemise. Je me suis trompée